ce dernier focus qui sera consacré cette fois aux droits d'auteur et à l'idée de défendre les droits d'auteur face aux machines génératives. Alors, ces machines dites intelligentes dont on parle depuis le début de la journée, finalement, ne font que recracher du savoir, de la création, des contenus et des idées qui ont été formés par les humaines et les humains au fil des siècles. Les réseaux de neurones profonds n'inventent rien, il faut le répéter. Ils font main basse, mais ils n'inventent rien. Malgré tout, l'intelligence artificielle nous pousse à reconsidérer, à réfléchir à nouveau, en tous les cas, à la notion d'œuvre, mais d'une manière plus prosaïque que celle que nous proposait Marcel Duchamp au XXe siècle, avec une question principale: est-ce que les créateurs et les créatrices originales vont gagner quelque chose à cette immense digestion du savoir humain? Nous allons tenter d'y répondre cet après-midi avec trois spécialistes, trois experts et expertes de la question. Pascal Regard, qui est directeur général de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques et par ailleurs président de la Coalition française pour la diversité culturelle. Ensuite, Valérie Laure Benabou, qui est professeure des universités à Paris-Saclay et spécialiste du droit d'auteur. Et ensuite, Juliette Prissard, qui est déléguée générale d'Eurocinéma, qui est une coalition de producteurs de cinéma. Alors, pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, je voulais vous poser une première question, Madame Benabou, pour faire un premier tour d'horizon. En quoi la prolifération de ces IA génératives menace le droit d'auteur tel qu'il est imaginé, conçu en Europe? Alors, je ne sais pas s'il menace le droit d'auteur, il menace probablement les auteurs, au sens où aujourd'hui, il y a sur certains marchés, entre guillemets, de la création des mécanismes de remplacement qui sont à l'œuvre. On pense évidemment aux traducteurs, aux artistes de doublage, où il y a et d'autres secteurs qui sont impactés par l'arrivée de solutions alternatives qui sont générées à l'aide d'intelligence artificielle et qui abaissent très fortement les coûts de production et rendent de plus en plus précaire l'exercice de certaines activités, notamment sur la traduction. Donc là, on a une vraie menace de marché. Ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse, c'est que, mais on rentrera peut-être plus dans la technique tout à l'heure, c'est que la manière dont les intelligences artificielles se sont alimentées à partir des données qu'elles ont scrapées sur les réseaux, s'est faite un peu à l'arrache, si je puis dire. Puisque, à la hussarde, voilà, en tous les cas. Puisque les titulaires de droit n'ont pas été nécessairement informés de cette opération, et en tout cas, ils n'y ont pas consenti. Et donc, de ce point de vue-là, il y a quelque chose qui met à mal l'exercice traditionnel du droit d'auteur, qui est un exercice d'un droit exclusif. L'avantage d'avoir un droit exclusif, c'est qu'en principe, quand on veut faire l'usage d'une œuvre, on vient vers le titulaire de droit, on lui dit toc toc toc, s'il vous plaît, est-ce que vous me donnez l'autorisation de faire ceci, cela? Et de ce point de vue-là, il y a un espace de négociation qui rentre, qui peut se déclencher, et aussi un espace de connaissance de la nature des traitements, de ce qui va se faire. Quand on est dans une logique telle que celle qui s'est déployée, c'est-à-dire une logique de je capte la valeur sans autorisation et éventuellement je mets en place ce qu'on appelle l'opt-out, c'est-à-dire la possibilité pour les titulaires de droit qui ont mis en place des dispositifs techniques qui empêchent les machines de procéder à l'aspiration des contenus. À ce moment-là, il y a un espace discursif, mais auparavant, si on l'a pas fait, par défaut, en fait, les machines gobent tout, ce qui ne permet pas aux titulaires de droit de savoir ce qui a été fait avec leur contenu, et encore moins de négocier les conditions d'utilisation. Donc de ce point de vue-là, il y a effectivement un renversement de perspective par rapport
à l'ordre naturel des choses, qui est je demande l'autorisation, elle peut m'être refusée aussi. Alors que là, c'est je prends et éventuellement si j'ai mis une barrière autour de mon contenu, je vais être empêchée de prendre et c'est la seule limite de l'exercice. Merci. Parce que, enfin, vous avez dit les mots, la façon dont ces IA génératives ont été entraînées, élevées, c'est fait sur le vol, la spoliation. Je sais pas vous parliez de captation, mais en tous les cas, l'aspiration sans consentement de tous ces contenus, y compris les contenus créatifs. C'est-à-dire, alors, ce qui est compliqué là-dedans, c'est que pour les systèmes d'intelligence artificielle, les œuvres, ce sont des données. Ce sont des données avec une valeur particulière, dépendant aussi de la nature de l'activité aval de ce qui va être produite. Mais donc il y a une espèce d'indifférenciation de je mange de la donnée et après je vais digérer cette donnée différemment selon les utilités et les applications de ce qui va sortir. Mais le problème avec le droit d'auteur, si on pense structurellement dans le type de protection, c'est que le droit d'auteur protège la forme d'expression. Or, les géants de la tech vont dire, mais en fait, ce qui nous intéresse, c'est pas tant la forme d'expression que l'information qui est contenue dans l'œuvre. Donc pas l'œuvre en tant que telle, mais la valeur informationnelle qu'elle contient. Et c'est de ça dont j'ai besoin. Et d'ailleurs, au Japon, la loi japonaise a mis en place un dispositif consistant à dire qu'en réalité, ces mécanismes d'indexation, on va dire, si on appelle ça d'indexation, ces mécanismes d'indexation ne sont pas en eux-mêmes des actes de reproduction des œuvres, parce que ce qu'ils captent, c'est la valeur informationnelle et non pas la valeur sensitive, la valeur d'enrichissement intellectuel d'une œuvre. En fait. Donc là, on a aussi un souci sur le périmètre du droit d'auteur. Qu'est-ce qu'on protège quand on protège le droit d'auteur? Est-ce qu'on protège une data ou est-ce qu'on protège une œuvre? Ou est-ce qu'on protège une œuvre? Merci beaucoup pour ce point d'éclairage, pour poser le débat. Du coup, Pascal Rogard, et à la lumière de ce que Madame Benabou vient de nous expliquer, quels sont les enjeux pour les auteurs que vous défendez, dont votre association défend les droits? On n'est pas tout à fait une association, mais bon. Non, mais c'est pas grave. Non, mais comme ça vient d'être dit, en fait, il y a deux enjeux. Il y a un enjeu de respect du droit d'auteur au niveau de l'aspiration, mais c'est du pillage, hein, il faut être clair, c'est du vol. Bon. Et d'ailleurs, c'est toujours comme ça que commence l'Internet. L'Internet dans la musique, ça a commencé avec Napster. Vous savez, c'était des échanges illicites. Les particuliers récupéraient des fichiers d'œuvres. Personne n'était rémunéré. Et puis à la fin, Napster a été condamné, Napster a fermé. Et maintenant, on est dans des systèmes qui sont autorisés par les détenteurs de droits, que ce soit Deezer, Spotify et autres. Et ça a relancé toute l'économie d'ailleurs de la musique. Dans l'audiovisuel, où c'est plus lourd, ça a été moins présent parce que les grandes plateformes américaines qui sont installées en Europe, évidemment, ont respecté le droit d'auteur. D'ailleurs, la propriété intellectuelle des Américains et celle des Européens. Et moi, en tant que SACD, j'ai signé des accords avec Netflix, le premier accord comme ça, immédiatement après qu'ils soient intervenus. On a aussi signé assez rapidement, un peu avant, avec YouTube, et puis après Disney, Amazon, et voilà. Donc, il y a ce souci déjà de faire reconnaître que toutes ces grandes machines qui aspirent les données, ils doivent avoir les autorisations et ils doivent rémunérer. Après, la valeur de ce qu'ils prennent, on devra la négocier avec eux. L'avantage que l'on a, en tout cas pour les auteurs à la SACD, mais aussi à la SACEM, à la DAGP, les grandes sociétés d'auteurs, ou la SCAM, c'est qu'on est regroupés. Donc c'est pas le discours de certains dire c'est trop compliqué pour avoir les droits, c'est des milliers d'individus. Non, c'est faux. On est regroupés
Et de la même manière qu'on autorise les chaînes de télévision, les plateformes de diffusion des œuvres audiovisuelles ou cinématographiques, on peut parfaitement autoriser pour les SACD, par exemple, c'est 60 000 auteurs. Donc il y a un répertoire considérable fait au fil du temps. Donc il n'y a pas de problème pratique pour négocier de faire. Il y a simplement l'impossibilité de discuter avec ces gens qui refusent les négociations. Voilà, c'est très simple. Et une des choses qu'on demande au gouvernement dans le cadre du sommet, par exemple, c'est de mettre tout le monde autour de la table et qu'on puisse enfin engager des discussions et qu'on arrête le Far West. Bon. Ça, c'est le premier élément, c'est au niveau de l'entraînement. Alors, ce qui est très vicieux dans ces systèmes, c'est qu'ils vont capter les œuvres à l'entraînement, de façon pour le moment illicite, mais on espère que ça deviendra licite, pour ensuite détruire les emplois de ceux qu'ils ont captés. C'est ça, c'est la double peine avec eux. Hein, bon. Et donc, il y a effectivement, comme ça a bien été expliqué, déjà des changements, par exemple sur la traduction. C'est clair que si vous voulez faire la traduction d'un manuel, quelque chose de juridique relativement simple, vous faites appel à une intelligence artificielle et ça sera correctement traduit. Il y aura peut-être quelques détails. Si vous voulez traduire Shakespeare, ça sera peut-être pour le moment encore un peu plus compliqué. Il y a des inquiétudes sur les artistes, en particulier les artistes, je sais, de doublage. Et ça, ils auront beaucoup de mal il faut le dire, à sauver leur emploi parce que les artistes originaux, par exemple les artistes américains, eh ben, ils vont négocier avec les producteurs américains le droit de faire de façon artificielle, en français, en turc, en ce que vous voulez, la voix de Brad Pitt, de George Clooney et compagnie. Et on ne peut pas dire que ce sera Et au contraire, ces artistes américains vont en quelque sorte récupérer leur droit moral, parce que ce sera leur voix qui parlera. Alors techniquement, c'est peut-être pas encore parfaitement au point, mais on voit ça se profiler. Il y a de grandes inquiétudes aussi du côté des scénaristes, parce qu'ils peuvent se dire, bon bah du côté sur les idées que l'on a, bon ça on nous les prendra peut-être pas, parce que vous avez bien expliqué qu'ils ont besoin d'humains pour avoir quand même des idées, mais après sur la mise en forme des scénarios, des différentes versions, des producteurs peuvent faire appel, ou d'autres, ou des diffuseurs peuvent faire appel à une intelligence artificielle pour se substituer à ce travail. On en est qu'au début. Et nous, on va devoir réfléchir parce que il est clair que pour nous, par exemple, à la SACD, il n'y a d'œuvre qui peut rentrer au répertoire de la SACD que s'il y a un humain. Ça ne veut pas dire que l'humain n'a pas forcément travaillé avec une intelligence artificielle. Maintenant, on travaille aussi avec des ordinateurs et tout. Mais il y a des œuvres actuellement qui sont créées que par l'intelligence artificielle, ça ne rentrera pas au répertoire de la SACD. Et ensuite, on va peut-être devoir doser l'intensité de la rémunération en fonction de la part humaine ou de la part de la machine. Comme on le fait d'ailleurs, ça n'a rien de nouveau quand on a une œuvre qui est adaptée du domaine public, donc il y a une œuvre qui est dans le domaine public, donc qui n'est plus protégée, on n'accorde pas la même rémunération et on met à part le côté domaine public que l'on utilise d'ailleurs pour des actions sociales ou des actions culturelles d'intérêt général. Mais on ne reverse pas cette part-là aux auteurs. Donc on a tout un travail à faire. Et l'autre chose qu'on va devoir faire, c'est pour le cinéma et l'audiovisuel, comme on a la chance, c'est une chance, qu'il n'y a pas d'œuvre qui ne soit pas aidée par l'État, c'est-à-dire par le Centre national du cinéma, on va voir et réfléchir avec eux pour que l'intensité de l'aide que vont apporter les pouvoirs publics à la création d'une œuvre soit fonction de la participation humaine. Parce qu'on ne va pas pouvoir aider de la même manière une œuvre où il y aura énormément d'emplois et une œuvre où il y en aura presque pas. Donc tout ça, donc on voit bien qu'on est dans une période un peu de révolution quand même. On ne connaît pas encore les résultats. On ne sait pas non plus ce qui va se passer parce que autour de l'intelligence artificielle, il y a quand même une énorme bulle spéculative.
Et on a vu il y a 3 jours que la bulle spéculative s'est quand même bien aplatie quand Monsieur Altman, le patron d'OpenAI, s'est aperçu que les Chinois étaient capables de faire la même chose, mais avec des dépenses moindres. Alors, ce qui est très amusant d'ailleurs, parce que c'est un personnage des films, un des premiers films de l'histoire du cinéma, c'est l'arroseur arrosé. Hein. Ce garçon, il s'est plaint qu'il avait été volé et pillé par les Chinois. Alors lui, le pilleur et voleur en chef, c'est très drôle qu'il soit volé par les Chinois, et peut-être que les Chinois, après, se feront voler par des Pakistanais, des Indiens et d'autres. Donc, je trouve que à un moment donné, et ce qu'on dit, et ce qui nous a beaucoup gêné dans les discours de plusieurs membres du gouvernement récemment, c'est cette opposition complètement stérile entre la création et la protection. Quelqu'un qui innove, qui invente, et qui a investi ou de son travail ou de l'argent pour inventer, la première chose qu'il va faire, c'est de se protéger. Donc il va déposer un brevet. Le brevet, c'est comme du droit d'auteur, c'est de la protection de propriété intellectuelle. Donc il n'y a pas d'opposition, au contraire. Si on veut que ces machines et cette intelligence artificielle se développent, il faut qu'elles se développent dans un univers sécurisé. Il faut que les investisseurs ne peuvent pas être à la merci de procès, de conflits. Ils les gagneront ou ils les perdront, mais en tout cas, ils encourent un risque. Et on le voit aux États-Unis où il y a des procès qui ont été lancés. Donc, il faut mettre fin à cette querelle. On peut parfaitement avoir une souveraineté numérique européenne. On peut parfaitement avoir des entreprises numériques qui se développent en Europe en respectant le droit d'auteur. Et ce d'autant plus que le droit d'auteur, alors il a un coût, mais le principe du droit d'auteur qui était affirmé par Beaumarchais, c'est que la rémunération est proportionnelle aux recettes d'exploitation. Donc si vous ne faites pas de recettes, ça ne vous coûtera pas grand-chose. Voilà. On va revenir sur cette position du gouvernement français que vous avez commencé à décrire. Mais avant, Juliette Prissard, est-ce que vous pourriez à votre tour détailler les enjeux, notamment ceux qui touchent la production cinématographique face à l'irruption dans le domaine de la création des IA génératives? Voilà, ça c'est bien. Merci beaucoup de cette invitation. Alors, juste une petite précision, je représente les organisations, les syndicats de producteurs même, et non pas les producteurs. C'est important parce que on s'attache à tenter, en tout cas, de défendre l'intérêt général de la profession, audiovisuel et cinéma, les deux. Voilà. Alors, peut-être que je pourrais ajouter à ce qui a d'ores et déjà été dit par Marie-Laure et Pascal, auquel je suis d'accord, bien entendu. Pour faire un peu un focus arrière, je dirais pourquoi est-ce que on va dire le droit d'auteur, qu'est-ce qu'on est en train de défendre là tous les trois autour de cette table? C'est le fait qu'on a besoin dans notre société d'avoir des êtres qui vivent de leur création. C'est important parce qu'on a besoin d'avoir de la liberté d'expression et de création. Voilà. Je dis ça parce qu'en fait on parle beaucoup de la liberté d'expression avec le journalisme et tout ça, et c'est important aussi d'avoir des espaces de liberté de création. Et pour avoir de la liberté de création, il faut pouvoir vivre de son travail. Pour pouvoir vivre de son travail, il faut une rémunération. Et donc, il faut pour cela que le système tel qu'il a été construit par Beaumarchais, comme le rappelle Pascal régulièrement, soit toujours valide et valable. Bon, aujourd'hui, il est effectivement mis en danger. Et c'est donc très important. Et donc, ça c'est la première chose. Deuxième chose, c'est en France, on était les inventeurs, les défenseur de ce système. Aujourd'hui, il y a vraiment une vraie question de quelle est la volonté politique de la France, a fortiori aujourd'hui qu'on a ce sommet de l'IA, de toujours vouloir être dans cette épure de les défenseurs, les initiateurs de cette idée de la défense du droit d'auteur. Est-ce qu'ils sont toujours là? Est-ce qu'ils sont toujours au rendez-vous? Et donc, on en parlera un peu après, mais effectivement, on se pose la question, on a quand même beaucoup bougé, tous, là autant qu'on est, pour essayer de un peu raviver cette flamme qu'on trouve un peu ternie, on va dire, et on se demande pourquoi. Et est-ce que c'est parce qu'aujourd'hui, finalement, l'innovation devrait l'emporter sur la liberté? Et les libertés de création, liberté d'expression, et sur la création en général. Donc c'est ça un peu la question, je trouve, qu'on doit se poser aujourd'hui, et c'est pour ça que c'est important que nous tous, on soit là à se poser cette question. Bon, voilà. Alors,
Dans l'audiovisuel particulièrement. On n'est pas tout à fait au même endroit que dans la musique ou dans le graphisme. Parce que dans la musique ou le graphisme, c'est beaucoup plus opérationnel d'ores et déjà en intelligence artificielle générative. On peut faire une musique à la Britney Spears. Je veux dire, personne ne voit la différence. On a l'impression que c'est une chanson de back catalogue, mais on n'imagine pas que c'est pas Britney Spears. Aujourd'hui, Pardon ? Non, mais je veux dire la machine sait le faire, les Beatles aussi, voilà. Bon, alors, non, mais c'est extraordinaire à entendre parce que c'est vrai que on dirait, vous savez, comme dans la musique avant on avait les 33 tours, puis il y avait la musique la chanson qu'on aimait le moins qui était de l'autre côté, la musique. Je parle comme une vieille, pardon. Et ce morceau-là, l'intelligence artificielle aujourd'hui elle sait le faire. Bon voilà. Donc en audiovisuel, c'est pas tout à fait encore le cas. Avec Sora, par exemple, il y a des loupés, la main elle fait comme ça, enfin ça, on n'y est pas encore. Alors nous on a par contre en doublage, oh là là, une catastrophe. En sous-titrage, bien sûr, c'est une catastrophe, ça va très vite, voilà bon. En scénario aussi, finalement, on a fait énormément de progrès. Bon. Alors donc, il y a beaucoup de choses qui se font très vite, qui se font plutôt pas mal. Reproduction de l'existant. Est-ce que c'est intéressant? Oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, tant que c'est payé, tant que les gens qui ont été utilisés, dont le travail a été utilisé pour reproduire l'existant, ça peut s'anticiper. Donc moi, les producteurs, qu'est-ce qu'ils disent? Nous, l'intelligence artificielle, c'est pas qu'on est contre par principe, on veut bien utiliser, ça peut être pratique. Mais bien entendu qu'il faut payer les gens qui ont été utilisés pour refaire cet identique. Et puis surtout, il ne faut pas que ce soit une concurrence déloyale à ce que nous faisons. C'est-à-dire qu'en fait, si la machine elle est capable de cracher au kilomètre du scénar et que ce scénar soit exploitable et que nous on soit pas payé et que nous finalement on disparaisse, ce qui est en train de se passer pour le sous-titrage et le doublage, et que finalement faire un doublage et un sous-titrage dans un film, c'est un peu un truc de luxe quoi. C'est un peu comme maintenant tourner en 35 mm finalement, c'est un truc de luxe. Et puis finalement pour le reste, pour le tout venant, on va faire de l'intelligence artificielle puis ça ira bien comme ça. Et puis finalement on est dans une dégradation de la qualité du travail, de la qualification des pratiques et des savoir-faire et de notre société. Petit à petit, c'est un peu ça aussi l'enjeu. Donc c'est pas modernité, innovation contre finalement le vieux monde de la création, c'est pas ça. C'est finalement quelle société on veut. Alors par rapport à la production cinématographique, et audiovisuelle, on l'utilise, on est hyper pour. Si tant est que effectivement, d'abord on ne soit pas les derniers qui disparaissent, c'est-à-dire qu'effectivement, on a besoin d'être payé, on a besoin d'avoir des garde-fous, on a besoin d'avoir une réglementation forte, et peut-être qu'on la développera tout à l'heure, premièrement, et si tant est que ce ne soit pas au détriment, finalement, de l'ensemble des corps intermédiaires que nous représentons. Aujourd'hui, qui est-ce qui est impacté? Les doubleurs, les sous-titreurs, je viens de le dire, et les scénaristes, ça commence à être compliqué. Demain, les artistes-interprètes, on prendra on fera 3 images de Penélope Cruz devant un fond vert, et puis finalement on pourra peut-être décliner tout un film sans même qu'on ait besoin qu'elle soit là. Donc finalement elle aussi elle peut disparaître, et puis finalement pourquoi pas les producteurs, pourquoi pas, est-ce qu'on ferait pas disparaître les producteurs et puis finalement on ferait pas les films juste derrière son ordinateur? Ça c'est peut-être la dernière étape, ça. Donc nous on est tous à besoin d'être solidaires dans une sorte de chaîne. Voilà. Donc pour terminer, j'ai pas de réponse en disant là demain on n'est pas en train de dire il y aura plus de films, c'est pas ça qu'on est en train de dire. Mais on est en train d'essayer d'anticiper. Voilà. Merci Juliette. Alors avant d'entendre vos différentes pistes à la question de la juste rémunération que vous avez posée des créateurs dont les contenus sont utilisés pour entraîner et nourrir ces IA génératives. Est-ce que Valérie Laure-Benabou, vous pourriez nous rappeler quelle est la protection du droit d'auteur posée par la réglementation européenne et ce que l'IA Act a posé comme principe? Alors, l'IA Act n'est pas du tout un texte de droit d'auteur, ça n'a pas été fait pour. Donc, le droit d'auteur apparaît de façon tout à fait périphérique dans l'IA Act. Il y a une disposition, c'est l'article 53 du règlement, qui rappelle qu'il faut respecter la législation sur le droit d'auteur. Très bien, enfin, on aurait pu même s'en passer, a priori. Et il y a quelques considérants qui ont été ajoutés un peu à la fin. Les considérants 105 à 108 qui explicitent un tout petit peu la nature de ces obligations. Il
lesquels sont, en fait, il faut respecter le droit exclusif, sauf quand il y a des exceptions. C'est pareil, c'était un peu pas très utile. Qu'est-ce que c'est le droit exclusif ? Le droit exclusif, c'est le droit d'autoriser ou d'interdire, c'est-à-dire le droit ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire demander l'autorisation d'exploiter l'œuvre avant de le faire, et de négocier et éventuellement d'avoir une rémunération en contrepartie, parce que c'est le prix. Voilà, donc ça c'est le paragraphe 105. Le paragraphe 105 renvoie à cette idée de ce que j'ai évoqué tout à l'heure, en fait, ce qui est libre techniquement parlant reste libre techniquement parlant, sauf quand les droits sont expressément réservés de manière appropriée. Alors ça renvoie à une autre disposition dans l'acquis communautaire, c'est l'article 4 de la directive droit d'auteur sur le marché unique numérique qui a été adoptée en 2019, qui est sur l'exception qu'on appelle text and data mining. Donc je vais très vite là-dessus. Fouille de données, en gros, il y a dans ce texte-là, et y compris il y a un article 4 et un article 3 sur la fouille de données qui dit, en gros, il y a un droit de reproduction des auteurs. En principe, toute reproduction doit faire l'objet d'une autorisation préalable, mais quand en fait cette reproduction est faite dans le cadre d'une fouille de texte et de données à des fins d'analyse, en quelque sorte, eh bien, c'est une exception au droit exclusif, sauf lorsque les titulaires de droit ont pu réserver de façon appropriée l'accès, en fait. Donc, ce dont je parlais tout à l'heure, le scrapping des données, c'est ça, c'est-à-dire d'aller chercher, farfouiller, crawler dans les contenus pour absorber cette valeur informationnelle. C'est un acte de reproduction, mais cet acte de reproduction, il n'est pas couvert par l'autorisation préalable, sauf lorsque les titulaires de droit ont en fait empêché techniquement qu'il s'opère. Donc en fait, le texte du règlement se réfère à cet acquis, et il va seulement ajouter un certain nombre d'éléments sur la transparence, puisque comme je le disais tout à l'heure, un des vrais problèmes, c'est l'opacité de ces opérations qui ont été faites sans qu'on le sache. Donc un des combats qui est mené actuellement par les titulaires de droit, c'est de mettre en place des dispositifs de transparence de sorte qu'ils sachent qui a fait quoi avec leurs œuvres. Et donc là, il y a dans ces textes de considérants des éléments qui conduisent à obliger les fournisseurs de solutions d'intelligence artificielle de fournir un résumé détaillé des opérations qui ont été faites et effectuées à partir des œuvres. Alors là, il y a un gros débat sur qu'est-ce que c'est que ce résumé détaillé, quel est le degré de détail dans lequel on doit rentrer. Il apparaît assez clairement dans le texte, même si ça va pas faire plaisir à ce que mes voisins, que un résumé détaillé, c'est pas œuvre par œuvre. En tout cas, c'est une lecture qui a priori prospère pour le moment. Il y a une réflexion qui est menée au CSPLA récemment. Alexandra Bensamoun a poussé un rapport sur les templates. Dites-nous ce que c'est. Ah pardon, c'est le Conseil supérieur de la propriété littéraire artistique. Il y a un organe qui permet, qui aide plus ou moins, qui essaie d'aider le ministère dans ses orientations politiques pour le droit d'auteur. Et donc, un rapport a été rendu qui pousse l'idée que les résumés soient les plus détaillés possibles, y compris œuvre par œuvre. En fait, aujourd'hui, cette discussion elle est menée non pas à Paris mais à Bruxelles, et les orientations du second draft, du second projet du bureau de l'IA ne vont pas dans cette direction d'un résumé œuvre par œuvre. Donc il y a un vrai problème de transparence qui est comment est-ce que je peux aller revendiquer en quelque sorte mes droits d'auteur dès lors que je ne sais pas ce qui a été fait avec mes œuvres. C'est la première étape, c'est parvenir à obliger d'une manière ou d'une autre ces entreprises à faire cette transparence, à faire œuvre de transparence. À révéler pour ensuite rentrer, le cas échéant, en négociation. C'est déjà la première montagne à gravir. Moi je dirais peut-être tout à l'heure, mais je pense que c'est dans une deuxième étape. Je pense qu'il y a peut-être aussi d'autres manières de faire en sorte qu'il y ait des mécanismes de rémunération qui passent pas par ce problème énorme
Puis il y a le deuxième problème, c'est l'opt-out, c'est que tous les titulaires de droits ne sont pas en capacité de faire l'opt-out, comme il est dit, de façon appropriée, parce que de façon appropriée, ça veut dire par la machine. C'est-à-dire que quelqu'un qui va énoncer, par exemple, dans un communiqué de presse, je ne veux pas que mes œuvres soient scrappées, ça correspond pas aux standards qui figurent dans les textes européens, puisque pour que ce soit impossible, en fait, il faut qu'il y ait une impossibilité technique. Or, par exemple, pour les photographes sont pas en capacité, avec des coûts de transaction raisonnables, de faire opposition à ce qu'on récupère, on aspire leurs photos sur chaque site sur lesquels ces photos sont disponibles. D'abord parce qu'il ne sait pas nécessairement où c'est, et puis ça je parle au niveau international, parce qu'en fait les aspirations de données, elles ont peut-être pas été faites sur le territoire français, on peut y revenir, même si a priori l'IAC dit attention, on doit avoir des conditions de concurrence qui font que les gens qui délivrent une solution sur le territoire de l'Union respectent le droit d'auteur, mais elle ne dit pas clairement comment ça s'opère si en fait le scrapping a été fait en dehors de l'Union. Et donc par exemple les photographes, c'est très compliqué pour eux de faire un opt-out, et donc en fait pour l'instant ils sont obligés de subir le fait qu'on moissonne allègrement leurs œuvres sans leurs autorisations et sans compensation, ce qui est quand même un problème. Donc pour moi, l'opt-out, peut-être pour certains titulaires de droits qui sont en capacité de l'exercer, mais c'est pas une solution véritablement efficace. Généralisable. Ouais. D'accord. Valérie Laure-Benabou décrivait les subtilités, on va dire, de la réglementation européenne et concrètement comment elle est rédigée. Vous, Pascal Rogard, vous avez déploré l'attitude du gouvernement français au moment de l'élaboration de ces textes. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi? Est-ce que il vous semble, vous en avez déjà dit un début de mot tout à l'heure, que du coup le gouvernement français n'a pas défendu cette façon de voir le droit d'auteur imaginé par Beaumarchais? Alors d'abord, je voudrais quand même revenir sur l'exception data mining, fouille de données. C'est que on n'est même pas sûr que ça s'applique à l'intelligence artificielle, parce que le rapporteur du projet de loi de la directive plutôt, qui est un Allemand, Axel Voss, donc il a bossé sur la directive. Il dit on savait pas que ça serait ça, qu'il y aurait toutes ces machines. Et il dit que ça s'applique pas à ça. Bon, mais après on verra. C'est des discussions juridiques, mais c'est quand même intéressant d'avoir ce point de vue du rapporteur de la directive. Alors, on a été déçus par le gouvernement français. Pourquoi? Pour une raison simple, c'est que la France, elle a toujours défendu son invention. Son invention, c'est le droit d'auteur, c'est Beaumarchais qui a inventé à la fois la gestion collective des droits, pour dire les auteurs, ils ont intérêt à être unis pour négocier. À l'époque, c'était la Comédie Française qui était en face, pour les comédiens français. Maintenant, c'est les Netflix, TF1, France TV, enfin, les chaînes. Vaut mieux pour les auteurs être regroupés que d'être tout seuls. Tout seuls, ils n'obtiendront pas grand-chose. Bon. Et donc, il a inventé la gestion collective, il a inventé le droit d'auteur personnaliste qui naît sur la tête d'un créateur, à la différence du droit anglo-saxon où le droit d'auteur appartient à celui qui a financé l'œuvre, c'est le système du copyright, et il a inventé quelque chose de très important, la rémunération proportionnelle aux recettes d'exploitation. C'est-à-dire que les auteurs ont le droit à une proportion de la création qu'ils ont faite. Et la France, toujours, en tout cas depuis que je m'occupe de ces sujets, et j'ai quand même une certaine ancienneté, malheureusement, a toujours défendu le droit d'auteur. Toujours, dans toutes les instances européennes, internationales et tout. Et en particulier dans la directive de 2019. La directive de 2019, on l'oublie. En première lecture, elle a été repoussée par le Parlement, parce qu'il y avait une campagne de lobbying assez incroyable des GAFA, qui dépensaient beaucoup d'argent auprès des parlementaires pour les convaincre qu'il ne fallait pas renforcer le droit d'auteur dans l'Union européenne. Et c'est la France, notre président de la République, qui s'est mobilisé. Toute la diplomatie française, quand elle existait encore, était très costaud.
et qui a permis de renverser la vapeur et de faire adopter cette directive. Donc, pas d'inquiétude. Et puis là, changement de valeur, alors qu'on a un commissaire français, c'est Thierry Breton, qui malheureusement n'est plus là, parce que c'était un commissaire qui était capable aussi de répondre lorsque les Zuckerberg et compagnie disaient on ne respecte pas les lois européennes. Là, j'ai entendu pas grand monde répondre au niveau de l'Europe. Et donc, défendu, présenté par Thierry Breton, approuvé par le Parlement européen, arrive la discussion des États. Il y avait une très large majorité d'États qui approuvaient le règlement européen, qui, comme l'a expliqué Marie-Laure Benabou, sur le plan du droit d'auteur, n'est pas extraordinaire. Quelques petites choses, mais c'est pas non plus extraordinaire. Ça rappelle juste le principe qu'on doit respecter le droit. Ben, que fait la France au lieu de soutenir le... Alors, Thierry Breton était naturellement très surpris, parce qu'il ne s'attendait pas à ça. Que fait la France? Au lieu de soutenir le texte, elle cherche à avoir une minorité de blocage. Une minorité de blocage, les parlementaires européens connaissent ça par cœur, on essaye d'avoir suffisamment d'États pour empêcher le texte d'être adopté. Alors ils demandent aux Allemands, ils demandent aux Italiens, et ils vont même chercher, alors là, en Europe de l'Est, Viktor Orban. Il faut quand même le faire, d'aller chercher Viktor Orban pour essayer de couler le droit d'auteur. Alors, heureusement, personne n'est venu à la défense de la thèse française. Et pour une fois, j'étais heureux que la France soit battue. Voilà. Donc, les Allemands n'ont pas suivi la France pour une raison très simple, c'est qu'en Allemagne, les auteurs sont bien représentés, la presse est aussi très puissante, et que le principal groupe de presse, Springer, avait passé un accord de licence exclusive avec, je ne sais plus quel opérateur, peut-être OpenAI, enfin, et donc, les Allemands n'étaient pas là. Les Italiens, comme d'habitude, on les a pas vus, bon. Et puis Orban non plus, bon. Et donc, les Français se sont retrouvés tout seuls. Et alors ça, c'est la doctrine constante de la diplomatie française. La France ne doit pas être isolée. Et donc, la France, qui ne doit pas être isolée, a finalement approuvé le règlement européen, mais de toute façon, elle n'avait plus les moyens de bloquer. Donc, c'est un épisode lamentable. Et c'est l'épisode où vous avez entendu de nombreux ministres français, on les entend encore, là j'ai entendu la voix du ministre des Affaires européennes, Benjamin Haddad, on a du mal en ce moment à retenir leur nom parce qu'ils changent vite, hein, ils sont pas là pour longtemps, voilà. Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires étrangères, qui avant était ministre du numérique, qui raconte tout ce discours que la régulation est contraire à la compétitivité, à l'innovation et au développement des entreprises de la tech et de notre entreprise, le Mistral gagnant. Enfin, gagnant pour Cédrico, l'ancien ministre du numérique, qui lui est passé de ministre à lobbyiste, puisqu'il est inscrit au registre des lobbyistes à Bruxelles, bon, et qui s'est beaucoup remué dans cette affaire pour essayer d'aplatir le droit d'auteur. Donc nous, ce qu'on attend maintenant, c'est que la France retrouve sa couleur normale, ses valeurs, qu'on ait un président de la République qui défende le droit d'auteur lors de ce sommet qui a lieu à Paris. Ce serait quand même incroyable qu'à Paris, on ne défende pas nos propres valeurs. Et ce n'est pas parce qu'on respecte le droit d'auteur et qu'on défend le droit d'auteur que nos entreprises d'IA ne prospéreront pas. Tout ça, c'est un discours complètement fallacieux, et de la même manière que ce n'est pas parce que on a en Europe, et nous pouvons être fiers de ça, fait respecter et adopter un règlement sur les données personnelles pour protéger les données personnelles des individus. C'est pas pour ça que ça empêche les grands réseaux sociaux de se développer, et c'est pas parce que on va faire en sorte que l'information, la crédibilité de l'information et la véracité de l'information soient respectées qu'on empêchera aussi ces réseaux sociaux d'exister. Donc il y a actuellement toute une campagne qui effectivement est relayée par les lobbyistes de Google, de Meta. Il y en a un, c'est celui de Meta, qui a dit attention, attention les Européens, si vous continuez avec votre règlement, là, vos résumés, je vais prévenir le président Trump. Et là, je suis mort de trouille. Là. Je suis mort de trouille. Hein. Bon. Et donc,
vous avez tout ce discours qui se développe, et face à ce discours, honnêtement, en particulier celui de Zuckerberg, j'ai pas entendu la voix de l'Europe. Je pense que si Thierry Breton avait toujours été commissaire, et on l'aurait tout de suite entendu. Bon, et il aurait dit, attendez, si vous respectez pas les règlements européens que j'ai fait adopter, vous allez avoir des problèmes et des sanctions. Donc voilà, il faut que l'Europe se ressaisisse. L'Europe est un espace de droit et qu'elle reste un espace de droit et non le Far West que certains voudraient installer en ayant des idées qui viennent des peaux rouges d'Amérique. Voilà. Mais justement sur cette opposition, merci Monsieur Regard, mais sur cette opposition entre création et innovation, je vais vous donner la parole, Juliette Prissa, parce que la corporation de syndicats de producteurs que vous représentez ici fait partie des rédacteurs, et des signataires d'une charte culture et innovation que vous allez justement proposer, présenter à l'occasion du sommet international organisé par la France. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot et que défend cette charte ? Alors nous sommes une corporation que j'espère non corporatiste. Nous sommes une corporation qui a essayé de rassembler tous les secteurs de la culture autour d'une charte d'organisation européenne. En fait, chaque organisation européenne aurait pu elle-même faire signer ses membres nationaux, donc ça aurait fait beaucoup plus de logos, ça aurait été plus intéressant, mais bon. On vient juste, plus impressionnant, mais c'était beaucoup de temps pour rassembler tous les logos, et elle est sortie aujourd'hui. Donc qu'est-ce que c'est que cette charte ? Au départ, l'idée qu'on a eue, c'est de dire, voilà, là vous avez entendu en gros les grands principes, alors il faut être rémunéré, il faut que ce soit transparent, il faut les autorisations, il faut protéger le droit d'auteur, tout ça. 4-5 gros principes. On va les mettre et proposer, et on dit voilà, on aimerait bien que l'Élysée les défende avec le reste, et que ce soit pas antinomique de dire droit d'auteur et innovation, transparence et innovation, rémunération et innovation. Voilà. Et donc, on voudrait qu'ils vous défendent aussi, que ça fasse partie, comme on dit aujourd'hui, des livrables. Alors, moi ça me fait rire, mais des livrables. Alors donc du coup, on a dit est-ce que ça fera partie des livrables, et finalement on n'a pas réussi, je crois. Mais par contre, donc du coup, on a quand même réussi à motiver des gens pour signer cette charte, et il y a une trentaine d'organisations européennes qui ont elles-mêmes des membres nationaux. Bon, qu'est-ce que dit cette charte ? Elle dit il faut que la tech américaine, les Generative AI Providers, donc les fournisseurs d'IA générative, respectent les droits fondamentaux. Et dans les droits fondamentaux, il y a quoi ? Il y a le droit d'auteur, les droits avec les droits voisins, et la volonté expresse de chaque auteur et de chaque détenteur de droits voisins de donner son autorisation pour utiliser. Donc ça devrait être un principe fondamental qui devrait être qui est actuellement considéré comme un droit fondamental dans la charte européenne des droits de l'homme d'ailleurs, et qui devrait être respecté. Ce truc-là, pour l'instant, il n'est pas respecté, et on devrait être défendu, on devrait avoir une forte offensive. On espère qu'on va être défendu par les pouvoirs publics. La deuxième chose, c'est pour y parvenir, on voudrait avoir une transparence, et donc c'est tout le débat qui a été développé par Maïla sur le fameux template, qui est un résumé suffisamment détaillé des œuvres qui sont utilisées, mais en même temps on peut pas donner à cause des informations confidentielles et des secrets de commerce, c'est bon. Et donc du coup finalement c'est très compliqué d'avoir les informations. Donc pourtant on aimerait bien pouvoir avoir cette transparence nécessaire pour faire valoir nos droits, et puis qu'on puisse avoir des leviers pour encourager à la conclusion de licences avec justement ces fournisseurs d'IA générative. C'est-à-dire que OpenAI, Sam Altman, il faut qu'on puisse aller le voir, que Pascal puisse aller le voir, que nous on puisse aller le voir en disant voilà, on aimerait bien, c'est pas qu'on est contre ce que vous faites, c'est qu'on est bien au contraire, mais on aimerait bien pouvoir être rémunéré de ce que vous utilisez, et donc on aimerait passer une licence avec vous, une autorisation. Bon, et donc pour ça, il faut qu'on ait des leviers. Aujourd'hui, pour l'instant, il se dit, et a fortiori depuis l'ère Trump, depuis quelques semaines, là maintenant, c'est complètement débridé dans leur
Voilà, c'est en fait on fait ce qu'on veut, on est à Cupertino et en fait le fait que ça c'est une réglementation européenne qui ne nous concerne pas, ils le disent très ouvertement. Hein. C'est ça qui a changé là quand même en termes d'ambiance. Hein. Voilà, c'est aussi un sujet sur la territorialité. Est-ce que qu'est-ce qu'il est le droit qui s'applique? Alors normalement il ne devait pas y avoir de débat, ça va être le droit européen, mais en fait bon, eux ils considèrent qu'il y a un débat. Et puis après il faut aller poursuivre aux États-Unis, puis il faut avoir des procès. Puis après qu'on a une décision, il faut la faire appliquer, enfin tout ça quoi. Donc ça c'est très compliqué. Donc en fait s'il n'y a plus de volonté, mais ça c'est vrai dans les autres sujets, hein, l'armement, enfin, bref, les traités internationaux, tous les sujets, enfin en ce moment. Bon. Et il faut que cette rémunération, et ça on revient au débat on a eu tout à l'heure, qu'elle soit juste appropriée, pas une queue de cerise. Une rémunération pour que les gens puissent manger, mettre du pain sur la table pour les enfants. Voilà, donc il faut manger de son travail. Donc du coup, que ce soit une rémunération juste appropriée. Et enfin, qu'on puisse avoir des moyens de sanctions efficaces si ce n'est pas appliqué. Voilà. En gros, c'est ça qu'on demande. On ne demande pas la lune, on demande juste, en fait, une relation plus équilibrée, plus équitable. Voilà. C'est ça le sens du texte qu'on a sorti, qui ne sera pas considéré donc comme un livre à part l'Élysée, donc qui ne sera probablement pas contresigné par d'autres États membres ou par la TEC. C'est bien dommage. Nous aurions aimé. Mais nous continuerons le combat tous ensemble pour faire valoir nos droits. Voilà. Merci Juliette. J'ai bien envie de vous demander la position des producteurs de cinéma américains dans le pays du cinéma, mais je crois qu'on n'a pas le temps et on doit parler un peu argent. Oui, les producteurs de cinéma américains sont sur la même ligne que vous. Bon, voilà déjà une bonne chose. Ils ont négocié des accords. Les acteurs, les scénaristes, les producteurs ont négocié des accords et ont fait des grèves dont vous avez tous entendu parler. Est-ce que ça a asséché la production de séries et là, tout le monde s'est senti un peu perdu. Les gens étaient pendant un tristes. certain temps. Oui. Merci Juliette. Mais du coup, parlons gros sous ou petits sous ou queue de cerise, je ne sais pas. Du coup, vous, Valérie Laure, vous avez une proposition de modalité de partage de la valeur pour un meilleur partage de la valeur. Est-ce que vous pourriez nous en tracer les grandes lignes? Je ne vais pas révolutionner le droit d'auteur à moi toute seule dans ma salle de bain, mais il y a plusieurs pistes sur les rémunérations. C'est-à-dire que l'IA, on parle d'IA, mais c'est très global, et or, il y a beaucoup d'opérations qui sont faites via le traitement. Voilà, on a parlé ce matin des LLM, les entraînements, puis ensuite il y a des marchés sur les applications, puis ensuite il y a des gens qui exploitent les extrants, les outputs. Donc en fait, il faut réfléchir aux différents marchés sur lesquels il y a de la création de la valeur et qu'il puisse y avoir un partage de valeur. Là, pour l'instant, on a parlé beaucoup du scrapping et donc du fait du moissonnage qui est fait notamment pour les entraînements des systèmes d'intelligence artificielle. Alors, pour moi, il y a des deals qui se passent aujourd'hui et ces deals sont en général le fait de gros titulaires de droit qui, notamment dans la presse, parce que là, il y a une vraie valeur informationnelle aussi qui est prise en considération. Il y a la rareté de cette information. Et puis surtout, il y a quand même quelque chose... Avec la question de la façon dont les groupes de presse et les propriétaires de journaux vont partager cette valeur avec les véritables créateurs que sont les journalistes. Ça, c'est une petite Mais c'est même plus parenthèse. que ça, c'est qu'aujourd'hui, les deals sont fragilisés par le fait qu'ils sont passés directement avec l'AFP et non plus avec les journaux. Donc, parce que la valeur informationnelle. Donc, mais juste une insiste, c'est-à-dire qu'on a un vrai problème, c'est pour le passé. Parce qu'il y a déjà, on a dit que le CAS, il a déjà été fait derrière, donc c'est comment est-ce qu'on fait pour aller récupérer l'information sur le passé. Ça, c'est très compliqué. Il risque d'y avoir toutes sortes d'obstacles, de prescriptions, etc. Donc, on doit réfléchir sur le passé, sur le passé, comment solder le passé d'une part. Et ça, en général, on le fait quand on conclut un deal, on conclut pour l'avenir et on solde le passé. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'il puisse y avoir un espace de négociation pour solder le passé.
Pour l'avenir, on a le vrai problème de est-ce que il y a encore une valeur économique, à part la presse, encore une fois, qui est fraîche, sur des choses qui n'ont pas déjà été scrappées quand on entend que l'essentiel a été déjà bouloté par ces systèmes. Qu'est-ce qui reste? Quelle est la valeur marginale de ce qui reste et comment est-ce qu'on peut encore négocier, sachant qu'on entend aujourd'hui que les IA vont s'entraîner sur des données synthétiques plutôt que sur des données fraîches. En même temps, Joël Farchi a rendu un rapport il n'y a pas très longtemps en disant quand les systèmes d'IA s'entraînent sur des données synthétiques, en fait, ils s'effondrent parce qu'ils deviennent complètement dysfonctionnels. Donc là, on est sur un moment technologique qui est un peu compliqué de savoir comment est-ce qu'on va pouvoir continuer à faire rentrer le droit d'auteur dans cette économie. Mais bon, il y a ce premier marché, ce marché de l'aspiration de la donnée. Il y a le marché des datasets qui sont vendus entre les différentes entreprises. Là, c'est pas normal que les auteurs soient pas associés à la valeur de la vente de leur dataset dans lequel, en fait, il y a des œuvres. Il y a la possibilité ou non d'utiliser des systèmes d'intelligence artificielle qui vont générer des extrants, donc des outputs qui ressemblent à des œuvres. Et là, on est sur un marché qui est compétitif du marché de l'œuvre. Et voilà, donc en fait, il faut segmenter les marchés et regarder comment est-ce qu'à chaque fois le droit d'auteur peut se manifester. Et on a plein d'outils. Donc on a l'outil du droit exclusif et de la négociation de gré à gré, mais Pascal l'a dit tout à l'heure, on a la gestion collective qui permet d'avoir des autorisations massives. On a des systèmes de gestion collective obligatoires qui permettent de couvrir des répertoires élargis et des licences collectives, des licences collectives qui permettent, un peu comme dans les accords collectifs en matière de travail, de pouvoir avoir une norme qui dépasse les signataires et qui s'applique à tout le monde. Donc il y a plein d'outils. Il y a la gestion collective obligatoire d'une rémunération équitable, un peu comme pour la radiodiffusion des phonogrammes du commerce, c'est-à-dire que là, en fait, vous pouvez puiser ad libitum dans un répertoire de musique et vous pouvez le diffuser. Vous ne demandez pas l'autorisation préalable, mais vous payez une rémunération. Voilà, donc on peut combiner tout ça. Il n'y a pas une solution, c'est pas one size fit all, c'est pas vrai, il y a plusieurs systèmes. Et moi, ma proposition, mais elle a déjà été un peu évoquée par Pascal, c'est une proposition transitionnelle probablement, c'est aussi de dire il faut avoir des incitatifs pour orienter les marchés vers des usages plus vertueux, entre guillemets. Plutôt que d'aller sortir sa quatrième de couve quand on est éditeur avec un dessin qui est généré par l'intelligence artificielle et donc ne pas payer un graphiste, en fait on va dire ça, les gars, c'est du domaine public, donc très bien, donc vous avez généré un truc par une machine, mais ce truc-là n'est pas protégé par le droit d'auteur, ni par un droit sui generis, ni par quoi que ce soit de ce style. Donc ça veut dire que n'importe qui peut reprendre ta quatrième de couve ou ta première de couve gratuitement sans te demander d'autorisation, première chose. Et deuxième chose, domaine public payant, si tu fais ça, si en fait il n'y a pas d'auteur attribué derrière l'utilisation de la machine, tu payes quelque chose parce qu'en fait tu es en train de prendre de la valeur aux auteurs et tu dois leur redistribuer. Alors ça c'est un système collectiviste, ça existe, le domaine public payant, c'est pas un truc qui a très bien marché jusqu'à présent, mais il y a des efflorescences. À la SACD, il y a des dispositifs, notamment... c'est vrai ? Ouais, vous êtes malin. Faites. Ça s'est passé en Argentine, il y en a eu en Italie. C'est un dispositif à mettre en place et ce sera un dispositif d'orientation de marché, consistant à dire ok, vous avez le choix entre prendre de l'humain et de pas l'humain. Si vous prenez du pas humain, vous pouvez le faire, mais à vos risques et périls du point de vue de la traçabilité, sécurité et reproductibilité de votre contenu, et puis payer un petit truc. Ce serait quelque chose d'ordre fiscal évidemment, et ça irait à la collectivité, à ce qu'on appelle la communauté des auteurs. C'est un vieux principe qui a été développé par Victor Hugo, un vieux schnock, quelque chose comme ça, il y a très longtemps, qui a été président de la SEC. Un mec qui n'a rien créé. Quel est votre point de vue à tous les deux sur cette proposition de Valérie Laure ? Alors, moi, je suis d'accord sur toutes les propositions, sauf une qui n'a d'ailleurs pas été formulée.
Je vais vous dire laquelle, parce qu'elle a été formulée par les adversaires des droits d'auteur. C'est-à-dire, il y a un groupe à Bruxelles qui s'appelle Digital Europe, qui a passé son temps à se battre contre la rémunération copie privée, qui est un système de licence légale, où il y a une rémunération qui est prélevée sur les appareils qui permettent la reproduction des œuvres, que ce soit les œuvres musicales, les œuvres audiovisuelles ou cinématographiques. Et pourquoi ce système a été mis en place? Parce que, évidemment, les auteurs ne pouvaient pas exercer leur droit d'autoriser ou d'interdire. Personne ne pouvait autoriser ou interdire à quelqu'un de copier sur son magnétoscope ou sur son magnétophone. Bon. Et d'ailleurs, les Américains qui ont essayé de plaider qu'on pouvait interdire, et donc qui voulaient interdire les magnétoscopes aux États-Unis, ont perdu le fameux procès Betamax, puisque le tribunal a jugé que dans le cas de ce qu'on appelle le fair use, qui est beaucoup plus large en réalité que le droit, plus large pour les consommateurs que le droit d'auteur en Europe, on ne pouvait pas interdire les magnétoscopes. À moins, et les Américains n'ont jamais eu la rémunération copie privée. Ils ont perdu, les producteurs, les artistes, les auteurs, des milliards de dollars, parce qu'aux États-Unis, les copies, ça a été très, très important. Et donc, ce Digital Europe, qui pour la copie privée voulait éradiquer le système de licence légale pour n'avoir rien à payer sur les appareils, il propose la même chose, la licence légale, pour l'intelligence artificielle. Alors, quand il y a quelque chose qui est présenté par vos adversaires, il faut être un peu méfiant. Hein, bon. Et pourquoi ils font ça? Parce que quand vous passez dans un système de licence légale, ce n'est pas vous, par votre négociation, qu'elle soit individuelle ou qu'elle soit collective, qui va déterminer la rémunération. Et quand vous passez par une négociation, je dirais les pouvoirs publics, l'État ne viennent pas se mêler de votre négociation. Alors que si vous passez par une licence légale, vous pouvez, comme ça s'est produit d'ailleurs pour la copie privée en Espagne, avoir un gouvernement qui va vous dire, malgré le fait que ce soit d'ailleurs contraire aux règles européennes, on vous supprime la rémunération copie privée, puis on vous remplace ça par un versement du budget de l'État. Enfin, ils avaient peut-être les moyens, vous voyez, en Espagne à ce moment-là, où vous avez des systèmes où en réalité la rémunération, comme ça a été proposé en France par exemple pour les téléphones ou les tablettes reconditionnées, disparaît. C'est-à-dire que certains ont dit, sur le reconditionné, pour favoriser l'économie du reconditionnement, on ne prévoit pas de rémunération copie privée, alors que quand vous achetez un appareil reconditionné, évidemment, tout ce qui était enregistré avant a disparu. Donc, vous repartez. Alors, c'est pas le même montant de rémunération, et c'est normal, parce que les prix de vente ne sont pas du tout les mêmes, mais vous allez copier de la même manière que si vous aviez un appareil neuf. Donc, je me méfie beaucoup de ces propositions qui, en réalité, évaluent une sorte de rapport de force futur où on permettrait à une autorité publique ou une autorité dépendante des pouvoirs publics de fixer une rémunération pour les auteurs et qui, à partir du moment où c'est défendu par les fabricants et par ceux qui font l'intelligence artificielle, sera très faible. Par contre, tous les systèmes qui ont été évoqués, gestion collective obligatoire, parce que dans certains cas, il faut absolument que les créateurs soient regroupés, parce que s'ils ne sont pas regroupés, évidemment, ça devient très compliqué pour avoir les autorisations. Il y a plein de systèmes différents de droits d'auteur pour obtenir une rémunération correcte. Le système domaine public payant, oui, pourquoi pas, mais il y a une partie des œuvres qui ne sont pas dans le domaine public, justement, qui sont aspirées. Et il y en a qui sont dans le domaine public. L'idée, c'est voilà, que quand on utilise un extrait généré par une intelligence artificielle et qui a été fait forcément à partir d'œuvres, qu'elles soient dans le domaine public ou pas dans le domaine public, on applique le principe de domaine public payant sur cet extrait, sur l'output. Parce que précisément ce truc-là n'est pas protégé par le droit d'auteur vu qu'il est une création sans humain. Alors effectivement, le problème, ça va être à partir de quand c'est complètement sans humain ou c'est assisté avec l'humain, etc.
Mais vous avez parlé tout à l'heure d'une gradation, qu'effectivement, on pouvait peut-être avoir des rémunérations différentes selon que ce qui a été repris, c'est dans le domaine public ou pas. C'est un peu cette idée. Mais c'est de dire que si c'est dans le domaine public payant, si c'est dans le domaine public, parce que c'est pas humain, c'est payant. Non, mais c'est l'idée de... Alors, c'est une bonne idée. Non, c'est une bonne idée, pourquoi? Parce que ça consiste à augmenter le coût de ce qui n'est pas humain. Et donc de valoriser l'utilisation de l'humain. Voilà, c'est en ça que c'est une bonne idée. C'est voilà. un peu dans le même ordre d'idée que ce que vous proposiez au sujet des subventions CNC et qu'elles soient plus basses s'il n'y a pas beaucoup d'humains dedans. Ça rejoint ça, parce que moi, ça me semblerait absolument aberrant que demain, le Centre national du cinéma favorise des productions qui suppriment des emplois. Voilà, des sous à des films sans personne. Exactement. Juliette Prissard, qu'est-ce que vous inspire cette idée de domaine public payant? Est-ce que vous avez par ailleurs d'autres pistes pour une contribution de l'IA aux droits d'auteur? Avant de dire ce que j'en pense, et justement pour y aboutir, je voudrais dire que on a d'abord un enjeu majeur qui va être de définir ce qui est synthétique et pas synthétique. Et donc du coup, actuellement en Europe, on est en attente avec un article 50, on s'en fiche, un article, qui prévoit des lignes directrices pour définir qu'est-ce qui est synthétique ou humain, avec une labellisation. Pour moi, ça va être un geste majeur si on parvient. Et on va avoir un problème de territorialité par ailleurs, puisqu'on parle que de l'Europe là, donc voilà. Mais quand la machine va générer quelque chose, si on ne sait pas quelle est la part d'humain, tout ce dont on est en train de parler là, même depuis le début pratiquement depuis le début là, en fait ça sert à rien. Il faut être capable de dire c'est humain, c'est pas humain, ou c'est assisté par l'humain et jusqu'à quel point. Tout en découle en fait. Et notamment la notion et alors du coup, je reviens de la notion de concurrence, de concurrence déloyale. C'est-à-dire qu'en fait, un objet qui sort, un contenu, et je le dis exprès, un contenu complètement synthétique, c'est pas une œuvre. C'est pas fait par un humain, c'est pas une œuvre. Mais du coup, ça reste quelque chose qui fait concurrence à le travail des humains, au travail des humains. Du coup, la question, elle va être non pas que ça existe, la chanson à la façon de Britney Spears, pour reprendre l'exemple tout à l'heure. Le problème est de savoir où l'argent va être dirigé, c'est-à-dire en fait l'argent de la création. Aujourd'hui, on est financé par qui? On est financé par les diffuseurs et on est financé par des systèmes de soutien public pour lorsqu'il y a des prises de risques artistiques notamment et puis automatiques. Si on décide que finalement c'est plus ça qui est important, mais ce qui est important c'est le synthétique, c'est l'innovation, c'est la nouvelle technologie, c'est tout ça. Tout l'argent de la création ne sera plus dédié à la création humaine. D'où à ce moment-là, je retombe sur mes pattes et hop, je vais vers. On pourrait tout à fait penser que à ce moment-là, ces contenus qui sont générés par la machine servent à financer le secteur. Moi, j'ai pas d'avis là-dessus, mais ça peut être une piste, bien sûr. Mais on va quand même avoir un problème de concurrence déloyale et de où va aller l'argent. Est-ce que demain, je prends un exemple, on est financé par Canal dans le cinéma? Bon, alors il y a plein de raisons pour lesquelles Canal pourrait se désengager, mais si demain on sait faire un film de long métrage complètement synthétique, sans avoir besoin de recourir à des humains, est-ce que Canal sera toujours financeur des films humains ou des films synthétiques, par exemple? C'est des questions qui vont se poser quotidiennement. J'ai discuté la dernière fois avec la responsable des fonds régionaux du visuel. Européens, ils se posent la question tous les jours. Qu'est-ce qu'ils acceptent comme dossier? Enfin, c'est très très concret en fait. Bon. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est on va avoir ce débat aussi pour qualifier l'originalité, c'est-à-dire que est-ce que, et ça je l'ai déjà dit lors d'une autre intervention, est-ce que quelqu'un qui fait un prompt extrêmement élaboré et quelqu'un qui a un être humain qui a donc fait preuve d'une originalité suffisante pour être protégé par le droit d'auteur. Voilà. Il n'a pas tenu un crayon, il n'a pas touché un pinceau, il n'a pas même tenu une caméra. Est-ce que ce travail-là va être considéré comme suffisamment, si j'ai 4 pages de prompt, est-ce que ça c'est la jurisprudence qui le dira. Mais il y a quand même tout cet enjeu-là qui reste à explorer. Voilà. Merci beaucoup, merci à tous les trois. C'est
un débat un petit peu technique, il faut le dire, mais qui soulève, comme vous l'avez démontré tous les trois, des questions un peu existentielles, effectivement, sur ce que fait l'humain. Est-ce que la créativité, c'est le propre de l'humain ou pas? Est-ce qu'il y a des questions dans la salle à ce sujet? Merci beaucoup, c'était très riche. Ce que vous décrivez, en fait, c'est manifestement un rapport de force très en défaveur pour l'instant des auteurs. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, pour pousser en fait les acteurs à la table des négociations, une voie en fait qui consisterait à ce que des ingénieurs créent un outil qui empêche pour l'instant le scan des œuvres, et pour pousser en fait donc les acteurs majeurs à négocier devant une situation où effectivement de plus en plus d'auteurs et d'artistes vont protéger en ligne leurs œuvres pour qu'elles ne soient pas scannées. Je ne sais pas si ça peut exister, mais en tout cas le problème, c'est que l'aspiration a déjà été faite sur toutes les bien créations. Sûr, pour l'avenir. Pour l'avenir. Ou en tout cas comme levier de il y a toujours, quand il y a une technologie, la contre-technologie. Alors on y arrivera sûrement. Mais la question que vous posez explique pourquoi les grands opérateurs négocient avec la presse. C'est que justement la presse, ça se rafraîchit, et l'information, ça se rafraîchit tous les jours. Ça change tout le temps, la météo, ce qui se passe dans le monde. Et donc, ils ont absolument besoin d'avoir une information vérifiée, contrôlée par des journalistes pour que leur machine soit performante. Et c'est pour ça qu'ils passent ces accords. Alors, je ne dis rien sur l'accord entre AFP, pouvoir public, Mistral, bien soutenu par les pouvoirs publics. Donc, passons. C'est pas bizarre ce qui se passe, mais c'est un peu curieux. C'est pas bizarre, c'est curieux. Voilà, c'est tout. Et donc, c'est pour ça que du côté de la presse, alors, le problème de la presse, ça va être ceux qui vont pouvoir traiter et ceux qui ne traiteront pas. Il faut que personne ne soit de côté. Et comme vous l'avez souligné aussi, le problème ensuite de la répartition de la valeur au bénéfice de ceux qui créent l'information, c'est-à-dire aussi les journalistes. Voilà. Mais c'est pas tout à fait pareil si vous avez pu prendre tout ce qui existe en création, en littérature, en cinéma, et vous aurez évidemment les nouveautés que vous pourriez bloquer avec votre système, que pour l'information, ils sont un peu coincés parce que, et ça m'a été expliqué par un ingénieur assez costaud de Meta, parce que sinon la machine ne fait que reporter des fake news. Voilà. Elle va se nourrir de choses qui ne sont pas vérifiées. Et le travail de vérification que M. Zuckerberg ne veut plus faire apparemment, parce qu'il veut laisser circuler n'importe quoi, eh ben ça coûte de l'argent, il faut des emplois pour le faire. Voilà. Merci. Il y a le monsieur qui était là. Juste quelque chose qui n'a pas été dit mais qui est assez important, c'est que aujourd'hui le problème c'est qu'on ne peut pas forcer des gens à négocier si on n'arrive pas à prouver qu'ils utilisent des œuvres. Voilà. Et le risque, c'est que quand on n'a pas le levier comme pour la presse de dire voilà, vous avez un intérêt à acheter ma chair fraîche, mais que en fait les choses ont déjà été utilisées mais qu'on n'a pas la possibilité de le tracer, ou que éventuellement ces choses qui ont été utilisées sont digérées et ne sont plus repérables dans les bases de données d'entraînement, et on ne peut pas forcer la personne à contracter. Et c'est pour ça que moi je suis pas aussi hostile que ça à un système de licence légale. C'est que on peut présumer en réalité que l'utilisation a été faite,
et demander un paiement pour une utilisation qui a été faite qu'on ne pourrait pas prouver. Voilà. C'est pour ça que moi, je ne suis pas... Oui, mais moi, quand un système est proposé par mes adversaires, je ne trouve pas qu'il soit... Alors, on peut pas prouver, non, je suis pas d'accord. Nous, on a fait des tests. On a demandé, faites-nous un dialogue à la Michel Audiard, par exemple. Pas Jacques, Michel, le père. Eh ben, comme par hasard, on nous a sorti des dialogues de films, des vrais dialogues de films. Donc ça prouve bien que le film... qu'ils avaient été chopés quelque part. Voilà, on nous aurait fait un dialogue aussi brillant que ceux de Michel Audiard sans avoir le moindre... inédit, on aurait pu se dire. Mais là, pour le moment, on n'en est pas. On peut parfaitement déterminer. Et on n'a pas besoin, alors sur les résumés, on n'a pas besoin d'avoir la liste entière de toutes les œuvres qu'ils ont prises. Nous, sur nos répertoires, on a besoin de savoir qu'ils ont pris dans nos répertoires. Après, c'est une question de négociation. Et d'ailleurs, quand on négocie avec des droits d'auteur avec un certain nombre d'entreprises, on négocie a priori pour ce qu'ils vont diffuser, a posteriori, et qu'on ne connaît pas encore. Sans qu'ils le sachent véritablement. Merci. Monsieur ? Oui. Je vais essayer de formuler correctement. Le braquage a déjà été fait sur les données de toute façon, et ils se couvriront avec un secret industriel. Donc, au mieux, vous aurez les modèles qu'on dit open source. On ne sait pas sur quoi ça a été entraîné, on ne le saura jamais. On peut juste avoir accès au code aujourd'hui. C'était juste, je rebondissais sur ce que vous disiez. Moi, la question que j'ai surtout, c'est par rapport à l'innovation et à la création. Aujourd'hui, la problématique de l'intelligence artificielle générative, tout est un peu trop mélangé là. On parle d'IA à toutes les sauces, mais l'IA, ça fait longtemps qu'elle existe, et on parle de générative. C'est plutôt au syndicat que je m'adresse. Qu'est-ce qui est en votre possession aujourd'hui d'avoir laissé couler le fait que les plateformes imposent leur format de création aux créateurs, que ça soit dans la musique, que ça soit par exemple Amazon pour les livres avec leur liseuse, ils savent très bien ce qu'il faut pour que les auteurs fassent des romans qui vont capter l'attention, que Netflix ou Amazon imposent que au 3e épisode il y ait un début de climax ou quoi que ce soit. Tout ça en fait est commencé à être lissé, et que par exemple le Spotify est imposé avec leur algorithme des morceaux qui maintenant sont à peu près lissés de 2 minutes, c'est ce qui va marcher. Donc c'est le cancer de la création, et c'est ça la vraie problématique, et ce qu'il en découle derrière, c'est l'intelligence artificielle. Mais le cancer et le virus est déjà là, donc en fait au final, est-ce que, alors ça va être plus philosophique, je suis désolé, est-ce que au final, le mal étant déjà là, de toute façon, on ne peut pas leur en vouloir de faire rentrer de l'intelligence artificielle à la place d'auteurs, que de toute façon, ils respectent de moins en moins. Vous posez là, cher monsieur, la question de l'offre et de la demande, si je puis me permettre. En gros, est-ce qu'on est dans une politique de l'offre ou de la demande en matière de politique culturelle, et quels sont les outils? Donc, ce que vous expliquez, en fait, c'est lorsqu'il y a une politique de la demande, et que Netflix et compagnie sont en fonction de la demande de leurs abonnés, produisent avec leurs algorithmes des histoires qui correspondent aux attentes du public, de leurs abonnés. Bon. Et effectivement, il n'y a pas de transparence, on ne sait pas les données qu'ils ont, et même ça, on ne parle même pas de l'intelligence artificielle, on parle juste des données, voilà. Alors, j'ai sur le bassin méditerranéen, les femmes de 30 à 35 ans ou 45 ans préfèrent tel type de film, papapi, papapa. Oui, très bien, tout à fait. Et ça, c'est un problème qu'on a depuis le début, depuis l'intelligence artificielle, avant même qu'elle soit générative, et on demandait la transparence des algorithmes. Et on l'a demandé. Et on ne l'a pas obtenu. On l'a eu un peu sur le DSA, le Digital Services Act, un petit peu, mais il est pour les chercheurs, elle est pour les chercheurs, la transparence. Bon. Après, donc du coup, qu'est-ce que nous on fait les syndicats avec nos pauvres moyens? Je vais pas faire pleurer Margot dans les chemins, mais avec nos moyens, quoi. C'est de dire, nous, ce qu'on veut, c'est des politiques culturelles qui nous permettent de renverser la vapeur et de logique de l'offre, justement, pour pouvoir reprendre la main et proposer des transparences d'algorithmes, de l'accès aux données qualitatives et pas uniquement quantitatives, des quotas, des obligations d'investissement dans la création, des clauses de diversité, tous ces petits trucs qu'on fait en France,
et qu'on est parvenu à faire, en dépit du fait que des clauses d'indépendance, des producteurs indépendants, et qu'on a réussi à mettre en place, en dépit du fait que le diffuseur est beaucoup plus puissant que le producteur, parce que les pouvoirs publics avaient décidé que c'était un enjeu sociétal, culturel, essentiel, et c'est pour ça que ça a été fait. Toute la question aujourd'hui, encore une fois, nous, en fait, la politique complètement industrielle, personne n'a besoin de l'intervention du pouvoir public pour qu'elle existe, en vrai. Bon, on en a besoin lorsqu'on veut justement pallier aux déficiences du marché pour prendre des risques, pour justement créer des choses que personne n'attend. Emilia Pérez, personne ne l'attend. Personne n'attend cette histoire qui paraît invraisemblable et pourtant qui va aux Oscars. Donc ça, c'est une prise de risque. C'est un système qui l'a fabriqué aussi. C'est odieux, mais c'est un système. D'accord ? Donc ce truc-là, justement, c'est ce qu'on essaye de garder. En France, ce système est particulièrement élaboré. Il est assez peu dans les restes de l'Europe, en tout cas beaucoup moins. Et donc, en tout cas, moi, au niveau européen, ce que je m'attache à faire, c'est justement du plaidoyer, de l'advocacy, comme on dit, enfin, du plaidoyer en faveur de, justement, prenez un peu les risques, laissez-nous un petit couloir, un petit quelque chose. C'est pas l'idée de dire c'est pas bien Netflix, c'est mal Amazon, c'est pas ça. Laissez-nous un espace où il y a de la liberté et il y a de la prise de risque. Voilà.